Bonsoir et bienvenue à tous. Alors, l'Institut Thomas More est un think tank libre et indépendant, si vous ne le connaissez pas, un centre de réflexion politique et d'expertise, un laboratoire de solutions innovantes et un relais d'influence. Plongé dans le bruit de fond d'une époque qui communique beaucoup sans jamais rien dire vraiment, la nécessité de prendre le temps de la réflexion se fait de plus en plus pressante. L'Institut sollicite donc les lumières de nombreux chercheurs qui réalisent des notes, des études sur des enjeux cruciaux, commandés par les pouvoirs publics, des entreprises ou des particuliers, dans le but d'influencer les décideurs publics. Il a également créé une école, l'école Thomas More, qui forme l'élite de demain et a lancé des initiatives plus opérationnelles, comme un collectif d'avocats, le collectif Justicia, qui combat les nouvelles intolérances et veille à défendre le bien commun. L'Institut vit principalement grâce à la générosité de ses membres. Alors ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir l'essayiste Dora Muto, qui est co-auteur d'un livre à succès, publié en 2024, Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. Dora Muto, vous avez eu une vie très riche avant la publication de votre livre. Vous en avez rédigé 2 autres, toujours sur le sujet de la sexualité. Vous avez tenu un blog, il y a un compte Instagram qui comptabilisait plus de 600 000 abonnés. Vous avez écrit pour divers médias et avez été rédactrice en chef adjointe du média Combini. Ces dernières années, vous avez réalisé une sorte de mue, passant d'un féminisme néo-progressiste à un féminisme plus critique à l'égard de la transidentité. Cette courageuse liberté de penser vous a beaucoup coûté, car plusieurs marques ont alors décidé de mettre fin aux engagements commerciaux qu'elles avaient avec vous. Vous vous présentez aujourd'hui comme une fémeliste, c'est-à-dire une féministe qui pense qu'être une femme est une réalité biologique. Vous êtes qualifié de TERF par vos détracteurs, ce qui en anglais signifie Trans Exclusionary Radical Feminist, et en français, féministe radical excluant les personnes trans, alors que vous ne les excluez bien évidemment pas. Vous répondez ironiquement dans votre livre que TERF peut aussi dire Tired of Explaining Real Facts, et en français, fatigué d'expliquer des faits réels. Dans votre livre, vous rappelez quelques principes biologiques. Les femmes sont des individus femelles, chromosomes sexuels XX. Les hommes sont des individus mâles, chromosomes sexuels XY. Changer de sexe est impossible pour les êtres humains. La prise d'hormones ne modifie pas le génome. Les hormones sexuelles agissent sur la fonction sexuelle, mais aussi sur le squelette, le système cardiovasculaire, la masse graisseuse, la peau, les muqueuses, le développement cognitif au moment de la puberté. Ou encore la différence génétique entre les 2 sexes qui est de 1,5%, alors qu'elle est seulement de 0,1% entre 2 individus de même sexe. Vous vous intéressez à un nouveau phénomène, le transgenrisme, la transidentité. Aux États-Unis, 1,6 million de personnes s'identifieraient désormais comme transgenres, dont 18% ont entre 13 et 17 ans, alors que cette tranche d'âge ne représente que 8% de la population du pays. En France, selon le ministère des Solidarités et de la Santé, il y aurait entre 20 000 et 600 000 personnes transgenres. La plupart des transitions concernent les filles et les femmes. Alors Dora Muto, voici ma première question. Oui. Qu'est-ce qu'une personne transgenre et quelles sont les raisons qui poussent les hommes et les femmes à vouloir transitionner? Alors, bonjour tout le monde, merci d'être là déjà. Alors, une personne transgenre, déjà il faut comprendre que le terme transgenre, c'est un nouveau terme. Avant, on parlait de transsexuels, on parlait de personnes qui voulaient changer de sexe. Aujourd'hui, on parle de gens qui veulent changer de genre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un changement de vocabulaire parce qu'il y a un changement de perception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être une femme et avoir un pénis. C'est-à-dire que ça, c'est une fiction légale qui est véritablement permise, par exemple en France, depuis 2016.
Ça veut dire que si vous êtes un homme et que demain vous vous percevez comme femme, vous n'avez pas forcément besoin de véritablement tenter de changer de sexe. Vous pouvez juste en fait être socialement reconnu comme femme, ce qui veut dire que autour de vous, vous allez demander à tout le monde de vous appeler elle. Par exemple, si vous étiez il, vous allez changer de prénom, vous allez vous habiller en femme, etc. Et ce sera suffisant devant le juge pour être qualifié de femme et de changer en fait de sexe sur ses papiers. Donc en fait, le glissement de transsexuel à transgenre, c'est ça. Avant, il fallait faire une opération complète. C'est-à-dire que depuis les années, pour la France, je ne sais pas pour la Belgique, mais pour la France, c'est 1992, quand on a en fait décorrélé le sexe sur les papiers du sexe biologique. C'est le moment où en fait ça se décroche, on rentre dans la fiction légale. Et donc, depuis ce moment-là, il y a eu beaucoup en fait de lobbying trans qui a été fait pour changer les lois et pour faire en sorte qu'on passe du coup du transsexualisme qui demandait donc une opération complète. Il fallait qu'un monsieur se fasse couper le pénis et fasse une vaginoplastie. Alors même si ça ne change pas le génome, il y avait du moins une forme d'effort qui était fait. Mais depuis 2016, en France, on est passé dans l'ère du transgenrisme, ce qui veut dire qu'on peut être une femme tout en ayant gardé son pénis. Donc en fait, le transgenrisme, c'est ça. C'est la volonté de changer de sexe sur ses papiers, sans même avoir à faire quoi que ce soit en termes d'opération. Ouais. Vous avez donné la définition donc, de la personne transgenre. Voilà, donc ça, voilà. Comme disait Émeric, alors en France, le problème, je ne sais pas si ça marche. En France, on a très peu de chiffres parce que l'État n'a pas envie de donner ces chiffres. Donc c'est très dur de savoir en réalité combien de personnes transitionnent tous les ans. J'ai appelé la sécurité sociale, etc., pas mal de fois. Je les ai pas mal harcelés pour essayer d'avoir des chiffres. Il n'y a absolument pas moyen. On a effectivement quelques chiffres du ministère des Solidarités et de la Santé qui disent que c'est entre 20 000 et 60 000 personnes trans en France actuellement. Moi, j'ai tendance à être là déjà. Ça, vu la propagande qu'il y a sur TikTok, etc., et tous les jeunes qu'on voit transitionner aujourd'hui, à savoir, il y a plus de 10 hôpitaux en France qui font transitionner les gens, dont les enfants. C'est quand même assez inquiétant. Et pour ce qui est des raisons des transitions, alors, il y a les raisons officielles et les raisons officieuses. Il faut comprendre que quand quelqu'un a envie de transitionner, le tampon qu'on va lui mettre sur la tête, c'est dysphorie de genre. On va lui dire qu'il souffre de dysphorie de genre. Mais attention, il ne faudrait surtout pas dire que c'est un trouble psychiatrique. C'en est pas un. En fait, ils ont enlevé depuis 2010, en France, je ne sais pas en Belgique encore une fois, la transidentité des troubles psychiatriques. Donc on considère que ce n'est pas un problème psychiatrique, mais qu'il faut quand même intégralement rembourser les transitions. Donc il y a un truc qui n'est pas logique du tout. Et donc, quand quelqu'un dit « je ne me sens pas dans le bon corps », s'il va voir un médecin, on va très vite lui dire qu'il souffre de dysphorie de genre. La dysphorie de genre, c'est effectivement quand on ressent un mal-être corporel, qu'on se dit « bon, il y a quelque chose qui ne colle pas ». Mais disons qu'aujourd'hui, les médecins ne creusent pas beaucoup plus loin. Ils ne se demandent pas qu'est-ce qui se cache derrière. C'est-à-dire qu'il y a des raisons culturelles. On peut être né dans une famille, par exemple, où on est un petit garçon qui adore le rose et la danse. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est une fille, mais les parents vont l'interpréter comme ça. On va emmener l'enfant à l'hôpital. Il va tomber sur des médecins dits transaffirmatifs qui vont commencer à l'orienter en disant si votre petit garçon dit qu'il est une petite fille parce qu'il aime le rose, jouer à la Barbie et de la danse, c'est donc qu'il est une petite fille. Et donc, toute cette mode du transaffirmatif, c'est qu'il faut absolument valider la personne dans ce qu'elle dit, même quand elle a 4 ans. Donc voilà. Donc ça, c'est la première raison, la dysphorie de genre. La dysphorie de genre, elle peut venir aussi de raisons biologiques. Parfois, dans le ventre de la mère, si la mère prend un certain nombre de médicaments œstrogénisants, il se trouve que biologiquement, il peut y avoir vraiment des dérèglements hormonaux qui peuvent créer en fait, la dysphorie de genre dans la tête. Ensuite, la dysphorie de genre, c'est
à la fois chez les hommes et les femmes, mais à savoir qu'elle touche actuellement beaucoup plus les femmes, ce qui est très 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 nouveau. Avant, c'était les hommes qui transitionnaient pour devenir femmes. Depuis quelques années, c'est l'inverse. C'est les femmes qui transitionnent le plus et qui souffrent de cette dysphorie de genre, voire de dysphorie de genre qu'on appelle d'apparition rapide. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, des jeunes femmes qui n'ont jamais dit pendant toute leur enfance qu'elles étaient un homme, vont dire ça, et puis en fait, c'est un roulé-boulé. C'est-à-dire qu'il y en a une qui le dit à l'école, et en fait, les filles sont... Alors, il y en a qui vont penser que c'est sexiste de dire ça, mais il y a des études qui prouvent que les femmes sont plus sensibles à la contagion sociale. Donc en fait, quand une jeune fille commence à dire ça, la voisine va dire ça, sa meilleure amie va dire ça, etc. Et on se retrouve parfois dans des écoles où il y a 4-5 gamines qui disent qu'elles sont des hommes et qui vont jusqu'à la transition. À savoir qu'en France, on peut se faire une mastectomie, donc se faire retirer les seins, à partir de 16 ans. Donc voilà, ça c'est la raison principale, la dysphorie de genre. Ensuite, il y a l'autogynéphilie chez les hommes, une raison officieuse. Alors je vais vous expliquer ce que c'est, ça peut en choquer certains. Il y a un certain nombre d'hommes qui veulent transitionner parce qu'ils sont autogynéphiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des hommes qui ont le fantasme sexuel d'être une femme. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. La seule façon pour eux d'atteindre l'orgasme est d'imaginer qu'ils sont une femme dans leur tête. Donc le truc, c'est que tout ça est vachement poussé par la culture porno. Il y a énormément de sites internet qui vont en ce sens. On appelle ça la sissi-culture. Si vous avez un jour envie de vous amuser, vous tapez #sissi sur ce type de site et vous verrez que on se retrouve devant des contenus qui sont des sortes d'hypnose sexuelle qui poussent ces hommes à rentrer dans l'idée qu'ils sont une femme. Il y a toute une sorte d'accompagnement comme ça, très très pervers. Et du coup, on se retrouve avec des hommes qui, au début, se travestissent jusqu'à ce qu'ils soient poussés à l'idée qu'ils sont véritablement des femmes. Et ça, c'est un énorme tabou. Ça touche beaucoup d'hommes qui ne veulent pas dire la véritable raison de leur transition et pourquoi ils le font. Alors, certains sont des véritables pervers, d'autres ne le sont pas forcément. C'est juste que émotionnellement, ce sont des hommes aussi qui... En fait, ils sont bloqués dans leur tête. Je ne sais pas comment vraiment expliquer, mais c'est une pathologie, c'est une paraphilie sexuelle. Et ils sont bloqués au point où ils ne peuvent pas, en fait... c'est-à-dire qu'ils veulent être perçus comme une femme dans une relation sexuelle. Et pour ça, ils vont aller jusqu'à se faire couper le pénis, etc. Donc ça, c'est un des cas. On a aussi l'homosexualité, qui est une grosse raison à la fois chez les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de familles aujourd'hui qui ne sont pas si accueillantes que ça vis-à-vis de l'homosexualité de leurs enfants. Il y a un certain nombre de pays aussi. Par exemple, l'Iran pousse les transitions. C'est un des pays où on transitionne le plus. Pourquoi? Parce qu'un homme homosexuel ou une femme homosexuelle ne sera pas acceptée, tandis que si cette personne transitionne, elle va pouvoir vivre son amour, sa sexualité. Donc il y a beaucoup ce phénomène, il y a beaucoup d'études en ce moment qui sortent, qui montrent que souvent dans les cliniques de transition, notamment la clinique Tavistock dont je parlerai un peu plus tard au UK, il y avait 70% de personnes homosexuelles qui transitionnaient. Donc ça c'est une raison. Ensuite, toujours chez les hommes, on a ceux qu'on appelle les transmaxeurs, qui sont des hommes qui décident d'adopter la transidentité. Alors pour une raison qui peut paraître surprenante, c'est que ce sont des hommes qui n'attirent pas du tout les femmes, qui se sentent pas bien en tant qu'hommes, qui se sentent aussi incapables d'être hommes dans la société et qui pensent que c'est plus facile d'être une femme, qui pensent qu'il y a plus d'avantages à être une femme. C'est souvent des hommes qui ont aussi une certaine rage envers les femmes, mais bizarrement leur façon de penser, c'est de penser que c'est tellement plus simple d'être une femme que c'est plus intéressant pour eux. Donc vous pouvez trouver le manifesto des transmaxeurs sur Internet. Ils ont un manifesto qui pousse les hommes qui ne se sentent pas bien dans leur vie à la transition. Et puis dernière raison, qui est la raison la plus valable pour moi, c'est l'intersexuation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui naissent véritablement intersexes, c'est-à-dire un peu à mi-chemin. Il y a eu c'est un trouble du développement sexuel qui est véritablement réel. Et c'est des gens qui sont vraiment parfois à mi-chemin. Et donc, par conséquent, ces gens-là, c'est à eux qu'on proposait originellement les transitions. Ça peut être, par exemple,
on proposait aux parents, souvent assez jeunes, alors il y a pas mal de controverses là-dessus, mais ça va être un petit garçon qui naît avec pas de pénis ou quelque chose qui ne se développera jamais tout à fait, et on décide de le transitionner en fille dès la naissance pour qu'il ait une vie plus facile, entre guillemets. Alors aujourd'hui, c'est très critiqué, on dit qu'il faut attendre, etc. Mais voilà, l'intersexuation est une raison. À la fois chez les femmes et les hommes. Chez les femmes, il y a d'autres raisons, notamment les violences sexuelles. Les petits garçons souffrent aussi d'inceste, mais il y a quand même plus de filles aujourd'hui qui ont souffert de violences sexuelles dans leur enfance, adolescence. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui veulent échapper à leur condition de femme et qui décident de transitionner à l'adolescence ou à l'âge adulte. Il y a aussi le fait que beaucoup de femmes, avec toute la vague féministe, pensent que c'est absolument horrible d'être une femme dans cette société et que donc ce sera plus facile de ressembler à un homme, que du coup il y a tout un tas de choses auxquelles elles pourront échapper. Et finalement, pour les deux sexes aussi, il y a les comorbidités psychiatriques qui ne sont pas du tout prises en compte aujourd'hui. Donc il y a énormément d'autisme chez les personnes trans. Il y a énormément de schizophrénie. Il y a, comme je vous dis, du stress post-traumatique dû aux violences sexuelles. Il y a beaucoup de bipolarité. En fait, il y a beaucoup de troubles psy qui ne sont pas traités aujourd'hui. Et on a un problème en France avec la pédopsychiatrie. On a très très peu de pédopsychiatres. Et du coup, les jeunes ne sont pas du tout traités et diagnostiqués correctement, ce qui fait qu'ils s'autodiagnostiquent eux-mêmes, parce que sur les réseaux sociaux, ils voient que leur mal-être doit être dû à une transidentité, et du coup ils rentrent dans des parcours médicaux catastrophiques. Voilà. Vous citez beaucoup de raisons compréhensibles, oui. Donc on se demande pourquoi est-ce que vous qualifiez le transgenrisme d'idéologie ? Oui. Alors pour moi c'est une idéologie, parce que c'est pas quelque chose qui est arrivé tout seul. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un véritable lobbying, il y a des réseaux extrêmement puissants d'argent qui font qu'aujourd'hui, ça a pu être poussé dans les lois, dans la culture, etc. C'est pas juste quelque chose qui s'est fait de façon organique. Il y a du pouvoir derrière, il y a de l'argent derrière. Il y a une volonté de l'industrie, de certains lobbies pharma, parce qu'il faut se comprendre que quand quelqu'un transitionne dans l'enfance, c'est un client, ça peut être un client pendant 70, 80 années, voire plus, parce qu'on est obligé de s'injecter des hormones pendant toute la vie. Et surtout, c'est une quête sans fin. C'est une quête où en fait on n'est jamais heureux, on n'arrive pas à être heureux de ce qu'on est, parce qu'on va devoir continuer à faire une autre opération, prendre un nouveau médicament, etc. Et donc par conséquent, il y a des gens qui se font beaucoup d'argent là-dessus. Donc pour moi, c'est une idéologie qui est projetée sur des gens qui malheureusement sont dans des véritables mal-être, mais à qui on donne des solutions en carton. On va revenir un moment sur la genèse intellectuelle du transgenrisme. Ouais. Alors vous évoquez le dualisme de Platon qui distingue corps et esprit, et le relativisme postmoderne qui postule que la vérité est une croyance circonstanciée, une construction sociale. Donc, le philosophe Michel Foucault parle même de régime de vérité. Ouais. Donc la vérité dépend du régime. Est-ce qu'on pourrait dire que la philosophie postmoderne est un carburant, évidemment légitime, l'idéologie du genre et la transidentité? Oui. Alors, il y a beaucoup de mouvements culturels qui s'entrechoquent et qui ont fait naître cette possibilité du transgenrisme. Donc, effectivement, en fait, pour moi, la question transgenre, en fait, comment je pourrais dire, fait revenir une question presque ancestrale du où est-ce qu'on place la différence entre le corps et l'esprit, comment on le divise, est-ce que c'est une seule et même chose ou pas. Donc c'est vraiment la question finalement de l'esprit et la matière qui revient à travers la question transgenre. Et pour les personnes trans, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une vision
assez dualiste, qui est que mon esprit me dit une chose, donc mon esprit me dit que je suis du sexe opposé, et mon corps raconte autre chose, et donc il faut réussir à passer du dualisme à une sorte de monisme, où en fait on arriverait à accorder les deux. Donc, mais dans leur façon de penser, c'est quand même l'esprit qui prime. C'est l'esprit qui prime sur le corps, c'est l'esprit qui prime sur la biologie. Et donc, il y a quelque chose presque d'un peu ésotérique et spirituel là-dedans, même s'il ne l'exprime pas de cette façon-là, mais moi, c'est comme ça que je le vois, même s'il ne le conceptualise pas ainsi. Ce qui s'est passé, c'est qu'aussi, à partir des années 70, en France, alors en fait, l'idée un peu de la déconstruction et du transgenrisme, on pourrait dire que c'est un dialogue entre la France et les États-Unis. Donc en France, dans les années 70, on a les postmodernistes, qui sont Jacques Derrida, Lyotard, Deleuze, etc., qui vont commencer à parler de ce que c'est la déconstruction. Donc pour eux, en fait, par exemple, l'hétérosexualité, c'est pas voilà, une norme biologique, c'est une construction sociale qu'on peut déconstruire. Donc en fait, ils vont écrire pas mal de choses là-dessus. En fait, ça va être très théorique. Et je pense que ces personnes-là, qui parlaient aussi, voilà, ils se sont inspirés de Michel Foucault, qui parlait de régime de vérité. Pour eux, finalement, la vérité n'existe pas. La vérité, il peut y avoir différents régimes qui vont être exprimés à travers différentes institutions, différentes cultures, etc. Et finalement, il faut juste choisir son régime de vérité et l'imposer. Voilà, par exemple, il y a un livre qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Dysphoria Mundi, d'une femme qui est devenue un homme trans, qui s'appelle Paul B. Preciado, très, très apprécié par Libération. Elle a sa propre chronique, etc. Enfin, pardon. Donc, il dit « Nous ne sommes pas dans une bataille épique entre fiction et la réalité, mais au milieu d'un turbulent changement de régime de vérité, où ce sont les procédures qui servent à distinguer le vrai du faux qui sont en train d'être transformées. » Donc vraiment, voilà, ils croient à ça et ils veulent absolument imposer leur régime de vérité. Donc aujourd'hui, c'est pas seulement moi, voilà, je me sens du sexe opposé, c'est le sexe n'existe pas et le genre va primer sur le sexe et on va imposer ça à toute la société. C'est dans ce régime de vérité qu'on va désormais habiter. Donc voilà, ce post-modernisme a eu beaucoup, beaucoup d'influence. Mais pourquoi il a eu beaucoup d'influence? Ça aurait pu rester voilà, des théories entre Français au café qui discutent voilà, et qui refont le monde. C'est ce qui était censé être, je pense, à la base. Mais on s'est retrouvé avec Judith Butler, qui est donc une philosophe américaine, qui s'est passionnée en fait pour le postmodernisme français, sauf qu'elle a tout remâché à sa sauce et elle en a fait la queer théorie. Et donc, pour parler d'elle un peu, elle va mélanger à la fois en fait, le féminisme avec le postmodernisme et elle va en faire une sorte de bouillon. Et elle va sortir un livre qui va s'appeler Gender Trouble, trouble dans le genre, où en fait elle va expliquer que le genre n'existe pas en tant que tel, mais que c'est une histoire de performativité du genre, ce qui veut dire pour elle que par exemple un travesti ou une femme, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'une femme n'a pas naturellement des goûts qui seraient plus ceci, plus cela, une femme ne serait pas plus douce qu'un homme, mais que tout ça, c'est une histoire de performativité. C'est-à-dire qu'on pratique ce que ce serait d'être une femme, parce que culturellement, on l'a gobé, et que donc un travesti ou une femme, enfin que l'acte du travesti, voilà, par exemple un mec qui va faire un spectacle travesti, finalement, c'est exactement pareil que d'être une femme. Donc elle développe toute une théorie comme ça, elle parle de gender fucking. Donc voilà, sa phrase exacte, c'est le travesti n'imite pas un original, sa mimique rappelle le fait que nous ne faisons tous que nous travestir. Donc en fait, elle va reprendre cette théorie et elle va avoir un succès fou dans le monde entier. Pourtant, je vous assure, son livre est illisible, c'est à peine... On ne comprend pas comment ça s'est répandu comme ça, comme une poudre. Et on va se retrouver avec des militantes féministes qui vont commencer en fait à croire à ce qu'elles racontent. Et parce que dans le même moment, il y a le concept de genre qui va éclore.
Et ça, c'est d'autres féministes, voilà, Anne Oakley et l'américaine Joan Walsh Scott, qui inventent ce terme. Sauf qu'à la base, il n'était pas utilisé pour les trans, il était utilisé pour les femmes. L'idée, c'était que, par exemple, le rose, voilà, Enfin, si les femmes aiment le rose, c'est parce que culturellement, on a dit que les femmes devaient aimer le rose lorsqu'il y avait des époques où les hommes portaient du rose. Voilà, donc c'était cette idée-là. C'était l'idée que les femmes n'ont pas à être plus à la cuisine que les hommes, etc. Mais ce n'était pas dédié aux trans. Sauf que, peu à peu, le mot genre, à travers Judith Butler, va glisser et finalement voilà, va se retrouver dans le monde du transgenrisme. Et puis, on va se retrouver avec ce qu'on appelle aujourd'hui une forme de transféminisme. Donc, en fait, où la question trans et la question féministe vont comme faire une sorte de mélange à travers l'idée du féminisme intersectionnel. En fait, c'est l'idée qu'il va y avoir convergence des luttes et que donc on se retrouve aujourd'hui avec un féminisme où à la fois des femmes musulmanes vont être à côté de femmes trans et en fait elles doivent toutes se bagarrer ensemble contre le grand oppresseur qui est donc l'homme cis hétéro blanc. Donc voilà, on en est là actuellement. L'histoire elle est encore un peu plus compliquée que ça. En réalité, ça a commencé en Allemagne. Avec Magnus Hirschfeld. C'était avant la guerre. Les premières transitions, elles ont été faites vers 1910. D'ailleurs, le premier homme qui a transitionné a voulu s'appeler Dora Richter, ce que je trouve assez comique. Parce que je ne suis pas réincarnée, je ne sais pas. je me demande. Et ce qui s'est passé, c'est que... En fait, ces transitions ont été faites dans la première clinique du genre qui était à Berlin, en Allemagne. Et à l'époque, ça n'a pas beaucoup plu aux nazis et ils ont brûlé cette clinique. Magnus Hirschfeld a dû déménager à Nice, en France, pour se cacher. Et un de ses disciples, qui s'appelait Harry Benjamin, est parti aux États-Unis. Et en fait, cet homme est un des premiers à avoir dit que pour lui, la transidentité, ce n'était pas une maladie psy, mais que c'était une maladie hormonale. Donc c'est comme ça qu'on en est arrivé à faire que cet homme ouvre la première clinique du genre aux États-Unis et propose des traitements hormonaux. Et cet homme-là travaillait avec John Money, qui est un sexologue extrêmement connu des années 50, qui avait fait des études sur les enfants intersexes. C'était son truc au départ. Il étudiait très sincèrement les enfants intersexes. Et il s'était rendu compte que ce sont des enfants effectivement qui, à la naissance, on ne sait pas trop de quel sexe ils sont ou bien ils sont mal formés. Et que si on éduquait un petit garçon en fille ou une petite fille en petit garçon, finalement, l'enfant acceptait totalement ça, et donc son idée était que la culture primait sur la réalité biologique, parce qu'il avait fait une étude sur 500 enfants, et il avait conclu que quand l'enfant est éduqué selon le genre donné, malgré une anatomie à mi-chemin, l'environnement social l'emporte sur les facteurs biologiques. Donc en fait, on a cru ça des années 50 aux années 70. C'était un mec vraiment très très populaire aux États-Unis, sauf que en 1965, il y a un couple canadien, il y a eu un problème de circoncision à la naissance. Ils ont coupé le pénis du petit garçon. Le petit garçon, donc, se retrouve sans pénis. Les parents l'amènent à John Money, qui propose de l'éduquer en fille. Ce garçon avait un jumeau. Et donc, ils l'ont éduqué en fille à peu près jusqu'à ses 12 ans. Et puis, à 12 ans, il s'est rebellé. Il a appris qu'il était petit garçon. Il a demandé à redevenir un petit garçon. Et il se trouve qu'il s'est suicidé à l'âge adulte et son frère aussi. Donc on s'est rendu compte que... Parce que John Money a essayé de cacher cette histoire. Donc il y a eu plein de mouvements différents, vous voyez, qui en fait menaient vers cette idée de transidentité. Il y a eu aussi des personnes qui se sont battues contre. Les transgenristes utilisent beaucoup la phrase de Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient ». Aujourd'hui, c'est utilisé complètement à tort et à travers. On nous fait croire que Beauvoir était pro-transgenriste, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Dans les années 40, elle ne l'était pas.
Et surtout, quand on connaît la phrase exacte, on sait qu'elle parle dans la phrase suivante de femelle humaine. Donc voilà. Mais disons que ça a quand même laissé place dans les années suivantes à une fausse interprétation. Et on a eu certaines femmes comme Antoinette Fouque qui se sont complètement opposées à ça et qui, dans les années 80-90, avaient déjà compris ce qui se tramait. Antoinette Fouque, elle a écrit un livre qui s'appelle Les deux sexes. Et elle dit, après avoir été cantonnée tout entière dans son utérus pendant des millénaires, la femme a fini par se retrouver sans et n'être plus qu'un genre, l'autre métaphore du monisme phallique. Elle ajoute que l'on fait du transsexuel un modèle, le troisième sexe, une femme sans utérus, mais avec un pénis, ce vieux rêve des hommes qui ont peur des femmes. Donc en fait, il y a cette femme qui va se battre en France pour essayer de faire entendre ses idées, mais elle a été oubliée, Antoinette Fouque. C'est une des féministes. Voilà, moi, je me considère un peu comme sa petite fille, peut-être. Elle a été oubliée. J'essaye de raviver un peu sa mémoire. Et puis il y a aussi Janice Raymond aux États-Unis qui a écrit L'Empire transsexuel en 1979, qui a essayé d'expliquer ce qui était en train de se jouer pour le droit des femmes. Donc voilà. Et finalement, ça va se jouer au niveau des lois, parce qu'aux États-Unis, on va avoir un groupe d'hommes très puissants, riches, avocats, qui vont se mettre ensemble et qui vont commencer... En fait, c'était des hommes qui se travestissaient en femmes, dont un Virginia Prince, qui a créé le magazine Transvestia, et qui avait créé la Society for Second Self. Donc en fait, c'était à la base pas du tout des hommes gays, c'était des hommes hétérosexuels qui s'habillaient en femmes le week-end et qui voulaient être reconnus comme femmes et faire accepter à la société qu'ils avaient le droit de se vêtir en femmes. Et certains d'entre eux ont voulu pousser ça plus loin, ils étaient avocats, et ils ont décidé de se rassembler pour écrire la première Gender Bill of Rights. Et ça va finalement être... c'était des mecs d'influence, et ils vont réussir à imposer ça au sein des États-Unis et puis de l'Union européenne. Donc voilà. Alors vous analysez l'incroyable pénétration et l'influence du transgenrisme, notamment sur le langage, dans les universités, les entreprises, les médias, au sein même du cadre législatif. Il faut savoir qu'en Belgique, la Cour constitutionnelle a décrété que notre loi transgenre de 2017 était inconstitutionnelle, car elle enfermait le sexe dans les catégories binaires hommes et femmes et qu'elle ne consacrait pas de droit à l'autodétermination. Ce n'est pas encore dans la loi, mais le juge a déjà décrété que le fait de passer d'un sexe à l'autre était inconstitutionnel. Le fait de simplement autoriser la binarité homme-femme était inconstitutionnel. Donc, si notre plus haute cour a décrété cela, ça va se traduire, à mon avis, assez naturellement dans la loi dans les mois et années à venir. Alors, pourriez-vous nous détailler cette pénétration et aussi quelle est cette aide financière dont bénéficie cette idéologie ? Alors en fait, aujourd'hui, on parle donc de trans rights, des droits trans, mais personne ne se pose vraiment la question de quoi il s'agit vraiment. Et comment en fait ces droits ils ont été acquis, parce qu'aujourd'hui les gens débarquent, ils ne comprennent pas ce qui se passe, sauf qu'en fait c'est un travail qui a commencé il y a très longtemps. Donc comme je vous disais, moi je vais vous parler de la France parce que je connais mieux la France que la Belgique. Donc comme je vous disais, depuis 2016, c'est possible d'avoir la mention femme inscrite sur ses papiers en ayant un pénis. Mais voilà, et cette possibilité-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, il y a un réseau d'ONG très très puissante aux États-Unis qui est financé par des très riches philanthropes, et je reviendrai un peu plus tard là-dessus, qui en fait s'emploient à créer des lois et des plans stratégiques pour essayer que tous les États, partout dans le monde entier, imposent ce type de loi. Donc on parle de l'American Civil Union, la Human Rights Campaign, le Transgender Law Center, le National Center for Transgender Equality. Enfin, c'est énormément d'ONG qui brassent énormément d'argent et qui, en fait, écrivent des projets de loi et ensuite le donnent à certains activistes, certains députés, etc., pour aller prêcher leurs bonnes paroles. Et en Europe, on a aussi Transgender Europe et ILGA et IGLIO qui mènent la danse et qui sont vraiment... très écoutés au sein du Parlement européen, etc. Donc en fait, l'histoire des droits trans, c'est une histoire très internationale, mais moi je vais vous parler du cas de la France. Ça commence vraiment dans les années 70, où en fait on a Mademoiselle B, qui est un homme qui se sent femme
et qui va au Maroc pour se faire couper le pénis et pour avoir une vaginoplastie. Donc quand il rentre en France, en fait, lui, maintenant, il ressemble à une femme et il veut épouser un homme. Sauf qu'à l'époque, pas de mariage gay. Donc la seule solution pour lui, c'est d'être reconnu en tant que femme. Donc en fait, il va en fait, assigner en justice le procureur de la République en disant moi je suis désormais une femme, j'estime qu'on me doit des papiers de femme. Alors ça c'était, il me semble, c'est 1972 quand il fait ça. Sa demande va être refusée. Quelques années plus tard, vers 1979, va commencer à avoir les premières opérations en France. Donc il y a un gars qui s'appelle Monsieur Bizet, qui est chirurgien, qui a vu ce qui se fait au Maroc, en Thaïlande et ailleurs, et qui se dit qu'il va commencer à le faire dans les hôpitaux français. Donc il commence à faire ces chirurgies-là. Mais quand même, en France, des années 70 aux années 90, même s'il y a des gens qui transitionnent en France physiquement parlant, les juges continuent à répondre que le sexe psychosocial ne peut pas primer sur le sexe biologique, sur les papiers. C'est impossible. Sauf que finalement, cette mademoiselle B, elle va saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Et avec son avocat, ils vont plaider la violation de l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme qui indique que toute personne a droit au respect de sa vie privée. Donc en fait, ça va se jouer là-dessus. Et donc, l'avocat va réussir à prouver à cette Cour européenne que la vie privée de ce monsieur qui était devenu madame est sans cesse révélée à tout le monde, vu que on lui accorde pas les papiers femmes. Et donc, par conséquent, il va gagner. Et donc, en 92, la Cour européenne des droits de l'homme conclut à une violation du droit au respect de la vie privée de mademoiselle B. Et donc, par conséquent, la France va avoir une amende, la France va devoir s'écraser, et suite à ça, et d'autres personnes qui vont faire la même démarche, il va y avoir une jurisprudence. Et donc, à partir de 92 en France, c'est là, comme je vous disais, que se décroche le sexe biologique du sexe sur les papiers. Donc, à partir de ce moment-là, on peut être génétiquement un homme et être femme sur ses papiers, et vice-versa. Ensuite, ce qui va se passer dans les lois, c'est qu'à partir de 2007, donc comme je vous ai dit, il y avait aux États-Unis ce groupe d'hommes travestis qui a commencé, qui étaient avocats, qui ont commencé à rédiger les premiers droits transgenres. Et vu qu'ils étaient influents, ils ont réussi à faire à écrire ce qu'on appelait les principes de Jogjakarta, parce qu'ils ont été ensemble là-bas pour écrire ça. Et donc, ça va être un groupe d'experts qui écrit ça, et ils vont présenter ça en 2009 au commissaire des droits de l'homme Thomas Hammarberg, au Conseil de l'Europe. Et donc, ce Thomas va publier ensuite un rapport qui s'appelle « Droits de l'homme et identité de genre », et il émet des recommandations aux pays, à différents pays, aux États membres. Donc, en fait, ça va commencer comme ça, et puis en fait, le Conseil de l'Europe va complètement s'engouffrer là-dedans. En 2010, ils mettent en place une unité qui s'intitule Sexual Orientation and Gender Identity Unit, dans le but de soutenir les politiques gouvernementales en faveur de l'identité de genre. En 2015, ils en remettent une couche avec une résolution 2048 qui recommande d'adopter les politiques d'autodétermination. Alors l'autodétermination, c'est littéralement le fait, c'est le cas en Suisse par exemple, d'aller à la mairie, tu dis juste « Salut, moi je suis un homme ». Fin de l'histoire. Voilà. C'est déjà possible en Suisse, c'est possible dans certains pays, il me semble, la Colombie, etc. Et donc l'Europe aujourd'hui recommande ça à tous les pays. Voilà. Donc, et en France... Juste aller à la pour que ce soit très clair, juste aller à la commune et alors manifester son souhait de changer de sexe, ça doit être directement pris en compte alors. Immédiatement pris en compte. Il n'y a aucune procédure à part l'auto-affirmation, genre à un moment T. Non, il n'y a aucune procédure. Il n'y a plus aucune procédure. En France, c'est la procédure ? En France, la procédure, tu ne peux pas aller à la mairie et changer ton sexe comme ça. Tu es quand même obligé de passer devant un juge, mais tu n'es pas obligé de faire d'opération.
C'est-à-dire que tu peux rester complètement biologiquement 100% un homme. En fait, tu n'as pas besoin d'avoir des faux seins, tu n'as pas besoin d'avoir une vaginoplastie, tu n'as besoin de rien à part d'être reconnu socialement comme une femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton entourage doit considérer que tu es une femme, doit dire elle, doit utiliser le bon prénom, tu dois avoir une... En fait, c'est juste la garde-robe et ton entourage. C'est pour ça que les personnes transgenres sont aussi obsédées par leur pronom, c'est-à-dire le il ou le elle. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont complètement obsédés par ça parce qu'ils savent que l'enjeu, c'est la validation du juge. Donc si l'entourage ne dit pas le bon pronom, ça veut dire qu'ils n'obtiendront pas la transition sur les papiers. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent être très violents si vous les mégenrez. Il n'y a plus besoin d'une évaluation psychologique ni rien. Donc le côté médical a été mis de côté. Et complètement mis de côté. On considère que ce n'est pas un problème psychiatrique. On considère que c'est juste en fait un choix de vie. Et si c'est un choix de vie, je l'entends, on n'a pas à rembourser. Enfin, c'est là où il y a un souci en réalité. C'est-à-dire que si les gens ont des délires, si les gens veulent se faire n'importe quelle chirurgie, à la limite, est-ce que ça nous regarde? Pas vraiment. À la limite, j'ai envie de dire, faites ce que vous voulez. Mais ça devrait pas y avoir de changement sur les papiers parce que c'est faux. Et de deux, on n'a pas à prendre en charge ces transitions. Enfin, je veux dire, quand une femme qui, elle, aurait peut-être des bonnes raisons de se refaire les seins après un allaitement de 4 ans ou des choses... un cancer ou je ne sais quoi, il y a des choses qui ne sont pas prises en charge, tandis qu'eux, c'est pris en charge jusqu'à l'épilation intégrale. Je veux dire, les femmes, elles doivent tout le temps payer pour se faire épiler. Ils ont droit au laser, ces messieurs. Enfin, c'est quand même... Restons sur les femmes. Oui. Alors, il est parfois un peu étrange que les féministes défendent autant la cause trans. On n'a pas fini sur l'argent. Pardon, oui, c'est vrai, on n'a pas fini sur... Ouais, je reviens à l'argent parce que... sur l'influence. Ok, pardon. Donc, je veux juste finir là-dessus pour que vous compreniez bien que tout ça, c'est... Enfin, voilà, ça n'est pas advenu comme par magie. En fait, il y a un collectif de financeurs qui s'appelle The LGBT Funders. Ils ont un site internet où on peut aller regarder leurs rapports chaque année. Et dans le rapport de 2021, qui était le dernier rapport consultable quand j'ai écrit le livre, on sait qu'il y a 36 millions de dollars qui ont été distribués en 2021 pour soutenir les revendications transgenristes. Donc c'est pas mal d'argent sur une année. On sait aussi que, en fait, le marché mondial de la réassignation sexuelle fait pas mal d'argent. C'est estimé, enfin ça devrait atteindre 619 millions en 2028 selon certains cabinets de recherche. Ça c'est la réassignation sexuelle en général. Donc on parle d'hormones, on parle de chirurgie, on parle de fringues, on parle de tout ça. Mais si on est juste sur le marché de la transition hormonale, c'est quand même 1,6 milliard de dollars en 2022. Donc voilà, il faut bien comprendre que c'est un marché où des philanthropes veulent bien investir parce qu'il risque d'y avoir aussi retour sur investissement à terme. Les principaux financeurs, on les connaît, ils ne se cachent absolument pas. Donc voilà. Donc on a John Stryker qui est à la tête de la fondation Arcus. En fait, ce mec-là, c'est l'héritier du gars qui a créé le premier lit d'hôpital aux États-Unis. Donc en fait, la Stryker Corporation, elle brasse énormément d'argent, parce qu'elle fait du matériel hospitalier, et donc il récupère une partie de cette fortune-là qu'il injecte dans l'Arcus Foundation, et il s'est engagé à verser 15 millions de dollars en 2015 sur les années suivantes à des ONG transgenristes à travers la Global Trans Initiative. Donc voilà, ce mec-là, il finance énormément d'ONG qui créent les lois trans, il finance énormément aussi d'ONG parce qu'ils sont très bien organisés. Donc tu as une ONG pour les lois, tu as une ONG pour convaincre les médias, tu as une ONG pour convaincre les politiques de prendre des politiques transgenres. Enfin, en fait, c'est très, très, très organisé, bien plus qu'on pourrait le croire. On a aussi Jennifer Pritzker, qui est à la tête de la fondation Taiwanese, c'est un héritier des hôtels Hyatt. Qui est lui-même trans. Alors, à savoir, l'autre dont je vous parlais, John Stryker, il est gay, mais il n'est pas trans, mais il sort avec une personne trans. Donc, il a aussi des raisons privées. Jennifer Pritzker, qui est l'héritier à Hyatt, lui, il est trans lui-même. C'était un homme qui est devenu une femme.
Et alors, il a un focus un peu différent, il va être moins sur les lois, etc. Lui, son délire, c'est plutôt les hôpitaux, faire transitionner les enfants, ça l'intéresse beaucoup, il verse pas mal de millions. Et puis, les universités. Donc, il crée des chaires sur le transgenrisme au sein des universités pour que les théories transgenres rentrent dans la tête des étudiants. Donc, ils ont chacun un peu leur petit focus. Au total, j'ai comptabilisé qu'il existe à peu près une vingtaine de philanthropes qui financent la cause transgenre. Et on n'est pas sur des petits poissons. On est sur George Soros avec l'Open Society, Tim Gill avec la fondation Gill. On est avec Mackenzie Scott, qui est l'ex-femme de Jeff Bezos, et qui est la 3e femme la plus riche du monde, qui verse beaucoup d'argent. On est sur Peter Buffett, le fils du célèbre homme d'affaires Warren Buffett. Et on est sur Roy P. et Cherry Disney. Voilà. Donc on n'est pas sur des petits poissons du tout. Ce sont ces gens-là qui injectent en fait des argents dans ces ONG, qui ensuite vont reverser de l'argent à des plus petites ONG un peu partout dans le monde. Et c'est parce qu'ils croient à la cause intellectuellement et politiquement, genre comme on a dit, parce qu'ils adhèrent finalement à cette philosophie postmoderne et relativiste, oui. Ou bien est-ce que parce qu'il y a du profit à faire et que médicamenter à vie des individus, finalement, ça peut faire beaucoup de gains, quoi. Cyniquement parlant, mais... Alors, à mon avis, il y a un peu des deux. Il y en a certains, ils sont même... au-delà d'être transgenristes, ils sont transhumanistes assumés. Donc, je pense qu'ils ont des raisons philosophiques à financer la cause. Il y en a, comme je vous dis, qui sont eux-mêmes trans ou qui sont en couple avec des personnes trans, donc ils ont des raisons privées. Mais à savoir aussi, il y a un certain nombre de laboratoires qui injectent aussi de l'argent dans les ONG trans, comme le laboratoire Gilead aux États-Unis, qui a investi 3,2 millions de dollars pour la cause trans. Il y a aussi le laboratoire AbbVie qui fait les bloqueurs de puberté, qui a investi de l'argent. Et puis, il y a aussi Endo Pharmaceutical. À savoir que tous ces labos que je vous cite, c'est les labos qui ont été dans la crise des opioïdes. Comment vous dire, c'est pas les gens les plus éthiques du monde. Voilà. Alors, il est un peu étrange, on trouve ça assez étrange que certaines féministes défendent finalement cette cause, la cause trans, alors qu'in fine, les effets de cette cause, de cette idéologie, a plutôt tendance à finalement invisibiliser les femmes. Ouais. On pense aux compétitions sportives féminines, on pense aux prisons, aux toilettes, aux vestiaires. Donc pensez-vous que la cause trans peut, paradoxalement à ce qu'on peut penser initialement, parce qu'on a l'impression que c'est un mouvement, c'est que la transidentité est la continuité du féminisme, mais ça ne l'est pas en réalité quand on creuse. Est-ce que la cause trans peut faire régresser le droit des femmes ? Oui, clairement, ça fait régresser les droits des femmes. C'est pas normal aujourd'hui que, aux Jeux Olympiques, on se retrouve avec certains hommes biologiques qui gagnent des compétitions. Il y a un site qui s'appelle shewon.org où il y a des femmes qui se sont amusées à répertorier le fait qu'il y a 600 hommes qui ont gagné à la place de femmes, des hommes qui se disent femmes, qui ont gagné dans les compétitions sportives de femmes. Ça fait beaucoup, 600 nanas qui perdent leur titre. Donc ça, c'est absolument inacceptable. Souvent que ces hommes... je me rappelle d'une compétition de natation aux États-Unis il y a 2 ans contre Riley Gaines, qui est une championne de natation, qui a finalement osé prendre la parole sur le sujet et qui s'est fait battre par un homme qui était extrêmement mauvais dans la catégorie homme et qui s'est même pas embêté à faire des chirurgies ou quoi que ce soit. Il s'est déclaré femme, il a gagné. Fin de l'histoire, quoi. Il ressemblait à un mec, il avait juste un peu les cheveux longs, bon, tranquille. Et ça passe crème aujourd'hui. Donc c'est vraiment... on est à un niveau d'absurdité, c'est clownesque. C'est aussi dangereux pour les femmes, je veux dire, dans les toilettes, c'est dangereux dans les vestiaires. Moi, je me retrouve très très souvent avec des femmes qui m'écrivent en me disant que, par exemple, dans leur salle de sport, y a un trans qui est là, mais comment on fait ? Il a passeport femme. Comment on fait ? Elles vont se plaindre, mais qu'est-ce que va faire la direction ? Ils ne peuvent pas le virer. C'est une femme. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Rien, vous venez plus à cette salle de sport, c'est tout. Donc on se retrouve dans des situations qui sont complètement, absolument lunaires. La bonne nouvelle,
c'est que là, c'était en avril 2025 au Royaume-Uni. Donc il y a la Cour suprême qui a décidé que la définition légale d'une femme repose sur le sexe biologique et non sur le genre. Et ça, c'est grâce à une association de femmes, c'est For Women Scotland, parce que l'Écosse était complètement tombée dans le délire transgenre, enfin, les politiques étaient complètement là-dedans. Elles se sont battues parce que certaines d'entre elles ont perdu leur job, tout simplement parce qu'elles ont dit sur Twitter qu'être une femme est une réalité biologique. Elles se sont retrouvées dans des situations pas possibles. Et donc, ces femmes-là ont décidé de se battre et elles ont gagné. Donc, ça donne quand même espoir de se dire qu'il y a des femmes qui sont là, qui sont en fait les véritables féministes aujourd'hui, qui se battent. Mais malheureusement, la plus grande tranche du féminisme aujourd'hui, pour moi, ça reste incompréhensible parce que je viens de ce sérail, je viens de ce milieu-là. Les femmes sont incapables de se lever, elles sont pour. Elles considèrent qu'être une femme n'est pas une réalité biologique. Elles estiment que... Voilà, moi j'ai créé ce site qui s'appelle Feméliste, et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Feméliste. Elles pensent que c'est très très insultant. Alors qu'il n'y a pas du tout d'intérêt financier chez elles. Ça qui est surprenant, c'est qu'elles ne font pas ça par cynisme. Elles font ça parce qu'elles y croient vraiment. Elles y croient vraiment, toutes ces activistes, toutes ces militantes, finalement féministes, qui ne souhaitent pas devenir fémelistes, c'est pas du tout parce qu'elles ont des gains à faire et donc qu'elles veulent nier une réalité. Oui, non, il y a un gain social. En fait, en réalité, c'est le gain social. C'est-à-dire que c'est devenu tellement l'air du temps que finalement, il faut adhérer à ça. En fait, faut plutôt voir l'inverse. C'est le coût de dire ce que je dis. Le coût de dire ce que ça coûte trop cher aux gens. C'est-à-dire que même si dans le fond d'elles-mêmes, elles le savent, le coût de simplement dire aujourd'hui être une femme est une réalité biologique, tu risques d'avoir des problèmes au travail, tu risques de perdre des partenariats, tu risques trop gros. Donc en fait, c'est le coût social qui arrête les femmes, ce qui paraît lunaire aussi. Oui, et coût social surprenant parce que c'est un coût social qui va être infligé par une intelligentsia, par un monde politico-médiatique, les entreprises, etc., mais auquel la population n'adhère pas du tout. C'est-à-dire que quand vous demandez à des gens s'ils pensent qu'un homme est un homme et une femme est une femme, biologiquement, initialement, genre 9 personnes sur 10 vont vous répondre spontanément oui, encore aujourd'hui, malgré ce lavage de cerveau continu. C'est ça qui est étonnant, c'est cette espèce de gouffre qu'il y a entre la population, la pensée de la population, comment dire, l'attitude de la population par rapport à la théorie du genre, et cette capacité qu'a la théorie du genre d'imprégner finalement tous les pans de la société. Ben oui, en fait, malheureusement, l'élite médiatique, une partie de l'élite politique, culturelle aussi, énormément, croit à cette idéologie. Et même si finalement ils représentent une minorité, c'est une minorité qui est extrêmement insérée, qui est extrêmement puissante et qui fait tout simplement sa loi. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Tant que la population ne se réveille pas. C'est-à-dire que tant que la population n'a pas compris, d'où l'intérêt d'avoir écrit ce livre. Moi, je voulais que les gens comprennent, et vu que c'est un sujet un peu complexe et qui peut paraître... En fait, la réaction des gens, c'est souvent de dire « Non, mais ça se peut pas ». Bah si, ça se peut. Ça se peut, et surtout la stratégie des transgenristes, ils l'écrivent noir sur blanc, c'est-à-dire que ils se font aider par certains cabinets de conseil, etc. Et quand vous lisez les rapports des cabinets de conseil, la stratégie, c'est ne pas faire de bruit. Une loi passe, incognito, on ne veut pas de presse, on ne veut rien du tout. Donc en fait, ils font ça depuis des années. Et vu que les journalistes sont mauvais sur la question, littéralement mauvais, et couvrent mal, en fait, n'ont pas les yeux bien placés aux bons endroits, et surtout aussi, il y a un coût, même dans les rédactions à parler de ce sujet-là, un coût social, c'est pas couvert, donc ça passe sous le radar, et donc la population n'est pas au courant. Vous parlez du coût social, mais il y a aussi quand même un militantisme très énervé à ce propos. On le voit encore aujourd'hui avec tout l'effectif policier qu'on a dû solliciter. Et heureusement, ils ne sont pas venus manifester, mais ils auraient pu. Ils sont déjà venus pour certaines de vos conférences en France depuis la sortie de Transmania. Parfois, je pense qu'ils étaient 100 ou 200. Ah oui, alors, même plus que ça. Oui, mais eux ne sont pas motivés par un but financier. Et ils n'ont pas peur du coût social parce qu'ils sont là physiquement. S'ils avaient peur du coût social, ils diraient le minimum et ils resteraient chez eux. Eux, ils ont peur de rien. Donc, oui, mais donc
on est parfois étonné devant la véhémence d'une postmodernité qui touche principalement la jeunesse, Ouais. et qu'on n'a plus vu depuis des décennies, quoi. Quand je parle de cette situation-ci à des gens plus âgés, ils me disent « j'ai jamais connu ça ». Ouais, bah c'est l'idéologie woke a vraiment lavé le cerveau d'une partie de la jeunesse, clairement. Ouais. Et c'est des gens qui ont besoin de faire la chasse aux sorcières. C'est-à-dire que je suis devenue une sorcière parmi d'autres sorcières. Et la plupart des gens ne savent même pas ce que je raconte vraiment. Ils vont dire que mon livre est très haineux, etc. Il va y avoir 50 associations qui vont essayer d'annuler la conférence, etc. Mais c'est juste des étiquettes qu'ils mettent sur les gens. Et voilà. Et le problème, c'est que la propagande est énorme. Les médias reprennent tout le temps Dora Muto transphobe, un tel transphobe, sans aller vraiment... voir ce que j'aurais pu dire de véritablement transphobe, ce qui n'a jamais été le cas. Donc c'est la rumeur, en fait. C'est vraiment le vent qui court, quoi. Alors, vous consacrez une partie de votre livre à la responsabilité des médecins et des hôpitaux, et plus particulièrement à leur responsabilité à l'égard des mineurs. Ouais. On constate que, donc, vous l'avez dit en introduction, que le nombre de chirurgies et de cliniques de genre explose. Ouais. Vous écrivez qu'il existe aujourd'hui en France à minima 10 unités spécialisées dans l'accueil des moins de 20 ans, se déclarant trans, dont 4 à Paris. Ouais. Vous écrivez, et ça c'est assez effrayant, il est fréquent de préconiser, d'appliquer le principe de la thérapie affirmative, c'est-à-dire que l'examen qui importe le plus est celui du patient lui-même. Donc vous parlez donc d'autodiagnostic. Donc, certains pays font demi-tour comme le Royaume-Uni, la Norvège et la Suède. Par exemple, la clinique Tavistock est actuellement poursuivie par plus de 1000 familles qui estiment qu'on leur a menti concernant les dommages irréversibles des transitions médicales sur la santé de leurs enfants. Alors on a fait quelques recherches en Belgique et on a découvert que des bloqueurs de puberté peuvent être prescrits sans évaluation psychiatrique. Donc c'est très proche de l'autodiagnostic. Ouais. Quand le patient est au stade Tanner 2 du développement pubertaire, et ça veut dire de 9 ans à 12 ans pour une fille ou de 11-12 ans pour un garçon. Oui. Oui, effectivement. En tout cas, en France, on a plus de 10 hôpitaux qui font transitionner les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire de faire transitionner un enfant ? En gros, vous allez avoir un enfant qui, pour x, y raison, dit qu'il n'est pas dans le bon corps, dans le bon sexe. Mais souvent, en fait, l'enfant ne le dit pas vraiment comme ça. Je vous conseille de regarder un film qui a eu un énorme succès, qui s'appelle Petite fille, sur Arte. Où en fait, on voit ce petit garçon qui s'appelle Sacha, qui a 8 ans. Et qui, voilà, il aime les Barbies, le rose, les fées, enfin tout ça. Et sa mère a toujours rêvé d'avoir une fille. La mère le dit ouvertement. Et la mère est finalement assez honnête quand elle amène son gamin à l'hôpital dans cette consultation de genre. Elle le dit, elle dit « Moi, j'ai rêvé d'avoir une fille et puis j'ai eu un petit garçon. Est-ce que ça peut être la raison de… » La psychiatre, elle dit direct « Ah non, pas du tout, ce n'est pas possible que ce soit la raison. » Bien sûr. La dysphorie de… votre gamin a une dysphorie de genre. Ce qui veut dire qu'il est trans. Voilà. En fait, directement, c'est voilà, votre gamin est trans. C'est quand même une psychiatre, quoi. Elle est censée, je sais pas, elle fouille vraiment pas longtemps du tout, quoi. Directement, c'est le gamin est trans. Et puis on peut le faire entrer dans un parcours de transition. Et puis quand il sera un peu plus âgé, on va lui proposer des bloqueurs de puberté. Et puis on peut aussi faire congeler ses gamètes, hein, parce qu'il sera infertile ensuite. Donc tu parles de ça devant un gamin de 8 ans, quoi. Le gamin ne comprend évidemment absolument rien. Et puis on se rend compte que le gamin dit jamais clairement « je suis une fille ». Le gamin dit c'est plutôt « je me sens pas forcément bien avec les garçons à l'école, j'aime mieux les jeux de filles, je me sens mieux avec les filles, j'aimerais être enceinte ». Parce que peut-être qu'il a envie, il peut y avoir 1000 raisons, peut-être qu'il est mal à l'aise avec son papa, peut-être qu'il est juste très féminin, peut-être qu'il sera gay, peut-être que c'est juste un passage, j'en sais rien, ma petite sœur elle adorait jouer avec des voitures jusqu'à 12 ans, c'est passé ensuite, qu'importe.
Donc, et on se rend compte en fait de la gravité en regardant ce docu, parce que les bloqueurs de puberté, donc ce que ça fait, c'est extrêmement grave. Donc ça suspend la puberté pendant quelques années. Ce médicament, à la base, il est fait pour les femmes qui ont de l'endométriose, pour l'infertilité, et il est fait aussi pour castrer les délinquants sexuels. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de retenir ça ensuite. Mais donc donner des bloqueurs de puberté à un enfant comme ça, qui n'en a même pas besoin, parce que c'est pas comme si sa puberté était très avancée, parce qu'on donne aussi parfois dans ce type de cas, ça fait que l'enfant, au bout d'un certain nombre d'années, risque, c'est pas toujours le cas, mais d'être infertile. L'enfant risque d'avoir un retard aussi au niveau de son intelligence, parce qu'il n'aura pas de capacité d'abstraction plus tard, parce que ça vient avec l'adolescence, la capacité d'abstraction, avec le développement hormonal qui est la puberté. Il aura probablement des os très fragiles, de l'ostéoporose, et ne pourra jamais avoir d'orgasme. Donc on va avoir un petit enfant eunuque pour toujours. Et en fait, c'est vraiment... je veux dire, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est un enfant de 8 ans, comment il pourrait donner son consentement à ça, sachant que sa sexualité, c'est même pas encore... développé, il peut changer de goût totalement, l'enfant ne sait pas qu'il va devenir infertile, l'enfant ne comprend pas qu'il va tellement souffrir corporellement ensuite, parce que le développement hormonal, c'est absolument clé dans la santé humaine. Donc c'est vraiment très grave. Et effectivement, la clinique Tavistock, qui est une clinique anglaise qui a fait transitionner beaucoup d'enfants, est revenu là-dessus. Ils ont commandé un rapport à la NHS, qui est comme la sécurité sociale française, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait pas mal de lanceurs d'alerte qui disaient qu'il y avait des dérives et qui faisaient transitionner à tout va des gamins, qui étaient probablement d'ailleurs des enfants gays. Il y a un lanceur d'alerte qui dit, alors attendez, je ne sais plus, oui, nous sommes peut-être en train d'administrer des traitements à des enfants gays, des enfants autistes, des enfants en état de stress post-traumatique, et si c'est le cas, alors nous sommes en train d'abîmer des enfants vulnérables. C'est un médecin, ça, non, qui dit ça? Non, c'était un infirmier, voilà. Ah oui. Et voilà, il y a eu une grosse enquête qui a été faite, et à partir de ce moment-là, ils ont décidé d'arrêter de faire transitionner les enfants, parce qu'aujourd'hui, on peut pas. Il y a eu pendant longtemps cette idée qu'on pouvait revenir des bloqueurs de puberté, que ça faisait que bloquer la puberté, mais qu'on pouvait la débloquer plus tard. Et aujourd'hui, les médecins disent que c'est faux, en fait, que il y a des séquelles extrêmement graves et que quand on commence à emprunter ce chemin, on est obligé de le continuer. Et puis il y a eu aussi le cas de l'hôpital Karolinska en Suède. Vraiment, la Suède était première sur les transitions de genre. C'était le pays le plus avancé, le plus progressiste, qui avait beaucoup d'avance, entre guillemets, sur nous. Et voilà, aujourd'hui, ils ont décidé d'arrêter de faire transitionner les enfants, pareil, et ils disent qu'il faut une thérapie par la parole pour trouver vraiment la solution. Ils ont publié l'étude. En fait, ils ont fait une sorte d'étude sur 900 études. Et ils en ont conclu que, en fait, ce qui était sûr, c'est que ça avait un impact au niveau du développement osseux, et qu'ils qualifient sur leur site qu'il s'agissait d'un traitement expérimental sur les enfants. Donc les termes sont posés. Donc moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a pas mal de pays comme ça qui reculent, les pays scandinaves particulièrement, l'Angleterre, etc. Et puis on a la France, où on a des lanceurs d'alerte comme moi ou d'autres, où on essaye de leur dire « allô, allô, allô », on va voir les députés, on essaye de voir des ministres, etc. Et il n'y a personne qui entend. C'est hallucinant. Alors, il y a eu la sénatrice Eustache-Brinio qui a essayé de faire passer une loi pour essayer de protéger les enfants l'année dernière, en essayant de faire en sorte que les bloqueurs de puberté soient retirés, mais elle n'a pas réussi. Parce que la Macronie entretiendrait des liens intéressants avec le laboratoire AbbVie. Donc voilà. C'est dit, c'est filmé. Oui, donc voilà, on a ce problème-là. On a aussi le problème du planning familial en France, qui est donc l'endroit à la base où on peut aller pour avoir la pilule, avoir accès à l'avortement, etc.
l'État français verse plus de, il me semble, 2 milliards au planning familial chaque année. Et voilà, le planning aujourd'hui déclare officiellement militer pour que les mineurs aient accès aux bloqueurs de puberté sans l'accord de leurs parents. Voilà, et on sait que aujourd'hui ils ne peuvent pas officiellement en donner comme ça tout de suite, mais il y a beaucoup de gens qui viennent avant leurs 18 ans, et donc on leur promet qu'à 18 ans ils auront leur première injection de testostérone ou d'œstrogène, et le premier jour ils l'ont immédiatement. On a pas mal de témoignages de parents. Donc voilà un peu la situation de la France sur ce sujet-là, qui est très grave pour les enfants. Même si à titre personnel, je pense que même en tant qu'adulte, le cerveau n'est pas terminé avant 25 ans. Donc pour moi, avant 25 ans, on ne devrait rien faire. Et même après, de toute façon, d'un point de vue éthique, on peut se poser la question, même sur un adulte consentant, de est-ce qu'on lui couperait la jambe s'il le demandait? S'il avait envie d'être handicapé, est-ce qu'on le ferait? Probablement pas. Donc pourquoi on lui couperait le pénis lorsque c'est un organe sain? Et aujourd'hui, on a pas mal des transitionneurs qui commencent à parler dans la francophonie. Et j'ai interviewé 2 femmes sur notre chaîne YouTube Feministe qui considèrent qu'on les a mutilées. Donc, elles étaient complètement dans le délire trans. Elles ont demandé à ce qu'on leur enlève l'utérus. Elles ont demandé, elles ont voulu. Mais elles considèrent aujourd'hui, maintenant qu'elles sont sorties de l'état dans lequel elles étaient, que, entre guillemets, les médecins n'auraient peut-être pas dû accepter leur demande parce qu'elles étaient dans un état où elles demandaient une mutilation pour elles-mêmes. Et donc, on peut se poser la question, effectivement, si tu demandes à quelqu'un un médecin de te couper l'oreille parce que tu as un délire ou le pied, il ne doit pas le faire. Donc, pourquoi le sexe, en fait?